Je vais demander à chacun de nos invités à cette table ronde de répondre à une question relativement simple, à savoir qui sont-ils et quelle communauté, société ils représentent, quelles en sont les activités. Et on va démarrer ici par ordre historique, en quelque sorte, avec Frank Antwerpes, qui va être le premier à nous répondre. Je représente DocCheck.com. Nous avons créé une communauté médicale depuis 14 ans maintenant. Nous avons beaucoup de contenu généré par les utilisateurs, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit sur notre communauté est mis en ligne par des médecins, des infirmières. C'est un type de lexique wiki où les médecins peuvent avoir des entrées, peuvent également recueillir des informations. Donc, il y a énormément de connaissances médicales dans ce site. Je m'appelle Martin Dries et je suis l'un des représentants de Colloquio. Nous sommes un réseau de médecins en ligne. Nous sommes une communauté qui essaye de résoudre des problèmes. Nous sommes à peu près 50 000 pour l'instant et les médecins peuvent poster des questions, des cas cliniques qui leur posent problème pour essayer de les résoudre de manière collaborative dans un délai minimum, évidemment. C'est donc le service que nous offrons aux médecins pour l'instant. Voilà ici un exemple de ce genre de résolution de problèmes. C'est un cas de clinique de douleur inexpliquée dans la cuisse. Et donc les médecins peuvent débattre du cas et ils ont trouvé une solution dans ce cas-là. Mais c'est aussi ce qui se passe pour la plupart des cas présentés. On met également en place un centre d'information et j'ai choisi, vous le voyez, la bactérie entéro-hémolytique. Vous savez ce qui s'est passé en Allemagne récemment. Et il y a donc une coopération de médecins qui ont mis en commun toutes leurs connaissances, tout ce qu'ils avaient trouvé sur cette bactérie E. coli, sur cette plateforme, où ils en ont débattu, ils ont classé par ordre d'intérêt ces informations. Évidemment, c'était un sujet tout à fait critique. Il y a eu énormément d'informations recueillies pour essayer d'aider les autres médecins à réagir correctement face à ce problème. Donc, ça a très bien marché, ça. Je m'appelle Henri Gazet, j'ai créé VoxMed. VoxMed, c'est une communauté de santé internationale avec des professionnels de soins de santé au niveau mondial. On a démarré le 28 février de cette année. On a 43 pays représentés. On invite les médecins, les pharmaciens ou les infirmières à nous rejoindre. Et c'est là la particularité de notre plateforme, c'est-à-dire que nous avons des médecins, mais aussi tout le monde médical. C'est disponible en 8 langues. Vous voyez ici ma page sur VoxMed. En fait, c'était il y a quelques jours de cela. On a des champs d'information où les membres peuvent partager des commentaires. On a plusieurs activités sur cette plateforme que nous proposons à nos membres. Les membres, évidemment, s'authentifient. On vérifie qu'on s'adresse bien à des professionnels de soins de santé. Et les différentes activités proposées, alors on en découvre certaines ici à l'écran. Ça, c'est la page d'accueil du profil des membres où on a le champ d'activité et puis les confrères avec lesquels on peut se mettre en rapport dans la communauté. On peut évidemment rechercher cela au niveau de la base de données de VoxMed. On a
une base de données de 2 millions de dossiers sur de plus de 60 pays. Eugenol, nous faisons partie d'un groupe qui a été créé il y a plus de 10 ans de cela, qui s'appelle ABC DAN. C'est une plateforme ouverte qui informe les praticiens, les chirurgiens dentaires sur les possibilités de formation. Lorsqu'on l'a créé, on a décidé de créer un forum aussi dans le même temps, un forum qui était hébergé sur la plateforme, qui n'a pas marché en fait. Donc on a décidé de l'éliminer. Donc le forum est en dehors de la première plateforme qui s'appelait ABC DAN. On a plusieurs marques. Eugenol, c'est vraiment le plus populaire. Il y a 20 000 dentistes qui l'utilisent, des dentistes francophones. C'est très pratique. Quand on pose une question sur ce forum, on a une réponse dans les 10 minutes qui suivent. Donc il y a beaucoup de chats sur cette plateforme. On a plusieurs services différents qui ont été ajoutés au cours des années. Le premier, c'est Canal Palatin. C'est un petit peu comme YouTube. Alors, je pense qu'on va voir ça plus précisément ici avec cette diapo. On recueille toutes les vidéos qui concernent la dentisterie et on laisse les marques et les chirurgiens charger leurs propres vidéos. On a également une autre plateforme qui s'appelle c'est un groupe qui aide notre communauté. Alors, Eugenol, c'est un fonctionnement ouvert. Les dentistes peuvent utiliser leurs pseudos et leurs avatars. Les fabricants, les labos peuvent du coup se mettre en rapport avec les dentistes quand il y a un problème qui est soulevé sur cette plateforme. Combien de dentistes l'utilisent? 20 000. Sur quoi? Un total de 32 000. Donc, oui, à peu près la moitié d'entre eux, la moitié des dentistes français l'utilisent. En fait, on a à peu près 80% de la communauté. Et Martine, c'est combien? 50 000. Et donc, et Franck, combien en Allemagne et on a à peu près 750 000 qui se sont enregistrés, mais il y a 40 000 membres actifs, disons. Donc 40 000, c'est vraiment ce qui représente la communauté elle-même. Alors, Tim, au Royaume-Uni, combien de médecins britanniques utilisent doctors.net? 184 000 médecins se sont inscrits depuis 1998, la création. Et combien il y a de médecins? Il y a à peu près 160 000 qui sont dans des... 184 000, ce sont ceux qui se sont enregistrés depuis que nous avons démarré. Lorsqu'on regarde notre base de données pour voir quels sont les médecins, on a 184 000 membres, ce qui veut dire que peut-être il y a des médecins qui sont à la retraite ou qui sont partis à l'étranger. Et donc, on regarde ceux qui ont évidemment une autorisation d'exercice. Quand on regarde le forum, il y a beaucoup de discussions sur les médecins eux-mêmes, leur famille ou un ami qui a un problème
par exemple, un patient qui a des problèmes psychiatriques, et ils utilisent le forum pour avoir un avis d'un autre médecin. Je vous ai dit que ça a démarré en 1998 avec 184 000 membres. Et je vais simplement vous donner une idée de ce qui se passe. C'est une communauté qui fonctionne vraiment au quotidien pour améliorer les soins de santé des patients. Et avec la diapo suivante, vous allez avoir un petit peu une idée de ce que ça représente. C'est pas seulement un forum, c'est une communauté fermée avec une identification qui est faite en fonction des registres des médecins anglais. Et c'est une communauté fermée, ça c'est important, ça n'est ouvert qu'aux médecins britanniques et en fait ça permet des discussions entre professionnels. On a vu qu'il fallait être très prudent en tant que professionnel quand on utilise les médias sociaux. Vous voyez cette carte ici à droite et on voit que de plus en plus de gens utilisent ces services. Il y a 44 000 médecins qui utilisent ces services tous les jours. Je ne crois pas que je doive mettre les médecins français en garde à la suite de ce que je viens d'entendre pour les médecins du Royaume-Uni, puisqu'un grand nombre de ces médecins britanniques sont dans la communauté. Alors, que faire, et cela a été évoqué hier à l'occasion d'une session, pour que les médecins français et les professionnels de santé, pas uniquement les médecins, rentrent dans ces communautés virtuelles, mais qui ont une vie extrêmement riche. Il existe déjà des communautés en France, et nous avions le souci, comme vous l'avez eu au Royaume-Uni, que ce soit effectivement des médecins ou des professionnels de santé. Donc concrètement, nous demandons aux promoteurs de ces communautés de faire un lien informatique avec la base de données du Conseil national de l'ordre qui enregistre les médecins, afin de vérifier que ce médecin, enfin cette personne qui se présente comme un médecin, est effectivement inscrite au tableau, comme vous l'avez exprimé, et est en situation régulière d'exercice. Mais certainement que nous devons faire un effort au niveau des autorités régulatrices, comme vous en avez d'ailleurs au Royaume-Uni également, pour que nous ne restions pas bornés dans un ancien modèle. Le code de déontologie médicale en France, sa dernière version, est de 1995. C'est pas très vieux, mais en réalité, quand on voit précisément toutes les nouvelles technologies, dans la communication, dans la pratique médicale, le téléconseil, la télémédecine, bien évidemment, nous devons en quelque sorte être les passeurs pour faire en sorte que les principes fondamentaux de la pratique médicale soient préservés, et ils peuvent parfaitement l'être, à mon sens, sur les réseaux sociaux. So, I guess this is a scoop here that Dr. Lucas is recommending. Donc là, c'est vraiment un scoop puisque le Dr. Lucas est en train de dire que le Conseil de l'ordre devrait rédiger le code de déontologie. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, Dr. Lucas. Oui et non, Denise. Je me méfie beaucoup, puisque c'est une tradition tout à fait française qui est celle du droit écrit, à la différence, par exemple, de la tradition britannique, qui n'est pas dans le droit écrit. Et lorsque, dans notre beau pays, néanmoins, un problème se pose, la puissance réglementaire fait un texte. Et très souvent, lorsque le texte est publié, il est déjà un peu obsolète, et très souvent, il vient compliquer la solution du problème qu'il prétendait résoudre.
Franz Wiesbauer is a doctor Franz from Wiesbauer Vienna. est un collègue médecin de Vienne. J'ai une question qui concerne les plateformes de médias sociaux. Beaucoup de personnes, hier l'ont dit, on l'a entendu aujourd'hui aussi, qu'il est difficile d'avoir des conversations, des dialogues avec des véritables contributions des médecins. Que faites-vous pour encourager les médecins à contribuer, à apporter un apport? Allez-y, Tim. Cela demande beaucoup de temps. Effectivement, c'est chronophage. Au Royaume-Uni, la chose la plus importante. Donc au Royaume-Uni, comme je le disais, il fallait surtout s'assurer qu'il y avait un mur de sécurité autour de la conversation, des dialogues ou du contenu écrit par ces médecins. Et que c'est la chose la plus importante à protéger, bien entendu. La sécurité n'est jamais que celle que les participants y apportent aussi. Donc, ceux qui utilisent les forums doivent respecter les règles et de conditions. Ils savent, par exemple, qu'ils ne peuvent pas forcément les mettre sur Facebook. Henry, vous voulez dire quelque chose à ce sujet? La remarque de Tim est très importante. Il faut qu'il y ait une authentification de façon que les médecins soient certains d'être entre médecins. Donc, c'est une question de confiance. Quel est le niveau de confiance que je peux accorder à cette plateforme d'échange? Une plateforme d'échange qui promeuve les dialogues entre professionnels. Donc, il faut aussi qu'il y ait de la transparence sur le partage d'informations entre professionnels. Et je voudrais vous donner l'exemple d'un cas que nous avons eu dernièrement d'un médecin qui posait des questions sur un patient qui s'ouvrait sur une dystonie myoclonique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est une pathologie neurologique qu'un collègue avait trouvé, un collègue italien avait rencontré. Il n'avait aucune idée du type de traitement qu'il pouvait appliquer. C'est quelque chose, c'est une question qu'on ne poserait pas sur un forum public accessible à tous. Par contre, un forum fermé réservé à des professionnels était excellent parce qu'il a rencontré d'autres collègues qui avaient déjà étudié cette pathologie. Il y a une question de temps aussi qui joue. Les médecins n'ont pas forcément le temps de passer, d'aller lire leurs comptes sur les réseaux sociaux, d'envoyer des petits messages de tweets constamment. Donc, il faut leur donner certains avantages à participer, leur présenter qu'il y a des avantages à participer à ce type de réseau, c'est-à-dire par notamment le partage de connaissances. Ce sont eux-mêmes qui constituent le conseil consultatif dans lequel ils participent. J'aimerais avoir votre avis sur ce que seront les modèles économiques couronnés de succès à l'avenir. Je m'intéresse surtout aux communautés pure player par opposition aux communautés contenu, communautés spécialité par rapport aux communautés multidisciplinaires, marché unique ou marchés internationaux. Et à votre avis, comment est-ce qu'on va pouvoir monétiser tout cela? Je ne pense pas qu'il y a un seul modèle économique, il y en a un grand nombre en fait. Vous pouvez avoir un groupe d'utilisateurs motivés ou une communauté. Il faut qu'il y ait une rétribution en sortie. Il y a du commerce électronique où on propose aux médecins d'acheter des dispositifs électroniques chez nous, des e-books. On fait beaucoup de publicité, de recherche, d'études de marché. Il y a différents modèles qui peuvent s'appliquer et tous peuvent être
générateur de profit. Est-ce que ce serait trop confidentiel si je vous demande quel est l'achat moyen par médecin par an? E-book ou tout l'ensemble? Sur DocCheck, le médecin dépense combien en moyenne? Je ne peux pas vous dire exactement. On ne peut pas dire qu'ils achètent constamment chez nous, mais en moyenne, ceux qui sont enregistrés chez nous dépensent entre 300 et 400 euros par an, enregistrés chez nous en tant qu'acheteurs. C'est intéressant parce que l'utilisation de la carte de crédit en ligne a été longtemps un signe de maturité des nouvelles technologies. Et ensuite, ils vont sur un site qui est gratuit et font quand même un achat. Donc, ça vous montre le niveau d'appropriation d'Internet par les praticiens. Quelqu'un d'autre voudrait parler du modèle économique? J'étais très heureux de constater que vous ayez montré que vous utilisiez ce terme de manifeste parce que c'est l'idée aussi de notre modèle économique. Nous menons également des recherches. Nous essayons par ailleurs de construire un environnement où les labos et les médecins peuvent dialoguer à haut niveau et où les labos pharmaceutiques ne vont pas venir avec leur publicité habituelle, avec leur marketing, leur technique de marketing de push qu'on voit tout le temps. Ils demandent des avis aux médecins sur l'information qu'ils fournissent. Ils demandent aux médecins de faire des commentaires, de faire des propositions sur le contenu d'information qui est fourni. Et ils demandent par exemple quelles sont les nouvelles formes de contenu qui pourraient être intéressantes pour les médecins. Donc on est là pour encourager le dialogue. Et on fait comprendre aux laboratoires pharmaceutiques qu'ils sont des personnes, tout comme les médecins, que les médecins ne veulent pas être bombardés par des actions de marketing push. Et c'est cet angle d'attaque que nous avons pris. Je ne sais pas si ça va marcher sur le long terme, du moins je l'espère. Pour vous, ça passait par la publicité, il me semble, oui. Comme au départ, c'était une plateforme à but lucratif, pendant 5 ans, on n'a pas eu véritablement de modèle économique sous-jacent. L'année où on a décidé d'ajouter la publicité, eh bien, les participants, la communauté l'ont bien accepté. Maintenant, on est en train de basculer vers le e-commerce. Donc, on poursuit avec la publicité tout en sachant que d'ici 5 ans, ce sera peut-être fini. Nous n'avons exploré que de façon superficielle sur cette idée d'échange dans les communautés de professionnels. C'est la question de participation des patients. Nous avons parlé des modèles économiques et de leur pérennité, des communautés nationales par opposition aux communautés transfrontalières. Je pense que c'est absolument passionnant